Euh, c'est un plaisir toujours d'être ici. J'ai beaucoup d'amis universitaires, nous collaborons sur pas mal de projets ensemble et c'est l'occasion, donc, à travers les sessions de l'Académie, de pouvoir le continuer. Euh, Mon propos va porter à la fois, donc je suis historien de profession, d'habitude, on a beaucoup de réserves à traiter des événements en cours, qu'on qualifie, même si je travaille sur l'histoire contemporaine, mais il y a la dernière phase de l'histoire contemporaine, c'est le temps présent. Et lorsqu'il s'agissant du temps présent, il y a toujours hésitation à vouloir l'étudier ou à apporter des réflexions définitives sur ce que nous vivons. Mais je pense, comme il a été dit dans le papier introductif qui nous a été envoyé pour nous appelant à participer à cette session, il y a toute une génération de penseurs africains qui avaient élaboré des concepts, aussi bien durant la période coloniale que durant les premières années de la mise en place des nouveaux États indépendants, c'est-à-dire concernant l'unité, concernant le développement des pays du Sud, c'est-à-dire des relations entre les pays du Sud. Aussi, évidemment, aujourd'hui, nous assistons à de nouveaux concepts, même si la revendication démocratique n'était pas à l'ordre du jour. L'aspiration à la démocratie, c'était l'indépendance, c'est ça la démocratie, que les gens des pays, les autochtones, prenaient en charge leur propre sort. Mais évidemment, aujourd'hui, nous vivons une phase qu'on appelle la transition. Une transition parce que dans plusieurs pays, c'est-à-dire les États nationaux ont fait ce qu'ils pouvaient faire, mais il y a eu une autre époque, et la revendication, cette fois-ci, n'est plus d'ordre national, mais elle a joint au mot d'ordre national, de développement national ou bien d'évolution autonome, lui a ajouté le mot démocratie. Et donc c'est une revendication interne, propre même à ces sociétés. Et ce que nous avons constaté, je parle du Maroc ou bien de la Tunisie, qu'il y a eu un retard qui a été pris, et des fois ce retard qui a été pris pour s'engager dans la transition peut des fois coûter cher, parce qu'il y a tout un lot de personnes qui ont vécu des privations, des emprisonnements, des éloignements qui étaient, on se rend compte maintenant que c'était une lutte utile, mais aussi c'est un combat utile et combien porteur, mais aussi on aurait pu faire l'économie parce qu'il y avait des élites, depuis l'indépendance. Il y a eu des élites qui avaient joué un rôle important et qui auraient pu, mais malheureusement, il y a eu un déficit à ce niveau-là. C'est un déficit au niveau de la démocratie et que nous risquons de payer cher, même s'il y a des efforts au Maroc depuis quelques années à travers des gouvernements d'alternance, ou bien aujourd'hui avec cette forme de transition. En Tunisie, nous le vivons, et évidemment, il s'avère que si les combats pour imposer le changement est important, il est encore plus important aujourd'hui de réussir la transition. Aujourd'hui, et là, je vais parler, ma réflexion va porter sur le rôle notre rôle en tant que, on nous dit que nous sommes une composante de l'élite. Les universitaires, les intellectuels, les producteurs de sens, d'idées, on les qualifie comme étant des citoyens qui ont un rôle particulier, qui doivent jouer et qui ne doivent pas reculer pour le faire, parce que c'est même un devoir de le faire, et surtout que cette transition, même s'il y a unanimité pour la demander, lorsqu'on commence à l'appliquer, il y a des voies qui peuvent diverger parce qu'elle peut être prise comme un moment, pour certains, de retour, de régression, alors qu'en principe, les révolutions, on les fait pour avancer. Et si vous voulez, dans plusieurs pays africains, depuis les années 2000, donc il y a eu des expériences différentes. Donc, soit le cas le plus connu, c'est le passage du régime ignoble, donc abominable de l'apartheid. Donc, c'est le cas le plus connu donc de changement. Mais il y a eu, en général,
des transformations dans plusieurs pays vers la démocratie, des transitions vers la démocratie, mais l'échec, le succès ou l'échec d'une telle transition, évidemment, il y a un rôle particulier des masses populaires qui le revendiquent. Il y a souvent c'est lié à des crises économiques, mais il y a une importance ou bien un rôle que doivent jouer ou bien qui est joué par les élites dans ce groupe. Donc, pour le définir, ce groupe qu'on appelle minoritaire, une élite, c'est toujours un groupe minoritaire, donc ce n'est pas la majorité des gens, mais évidemment, on lui attribue un rôle important parce que souvent, ces élites, on s'accorde à ce que ce sont des personnes, des groupes de personnes dans tel ou tel pays qui ont, comme je disais, qui sont minoritaires, mais elles ont acquis dans leur société une place éminente due à certaines qualités qui ont été valorisées socialement. Donc c'est une valeur sociale, donc, même si le nombre n'est pas important, mais c'est une valeur sociale, et notamment les élites intellectuelles, car dans nos sociétés, on souvent remplacé les élites, donc des élites, ces élites vont aujourd'hui intellectuelles, qui ont souvent remplacé des élites liées au clan, aux tribus, aux castes. Donc elles ont un rôle social important à jouer et à réussir les passages vers donc, de nouvelles sociétés. Et évidemment, la question c'est-à-dire ce mot transition n'était pas utilisé. On parlait d'une indépendance, on parlait de nouvelles phases, ou bien de nouveaux choix. Mais aujourd'hui, le mot consacré au niveau international, au niveau mondial, au niveau des sciences politiques, c'est le mot transition. Et la transition, c'est facile, comme je le disais tout à l'heure, de le dire, mais de le pratiquer parce qu'il s'agit d'un moment d'incertitude. Il faut réfléchir, ou bien, c'est-à-dire c'est un moment où une société se met à réflexion pour donner au changement un sens plus important ou d'imprégner le changement par un objectif, celui d'atteindre la démocratie. Donc aujourd'hui, on mesure la réussite ou l'échec si la société, une telle société, arrive à mettre en place ou bien à sortir du chaos, ou bien de la crise qui accompagne une révolution. Donc l'objectif ici, c'est d'instaurer des sociétés démocratiques. Les moments de transition sont les plus difficiles à gérer. Ce sont des moments de changement. C'est une situation intermédiaire, et le mot du latin transitus, donc c'est-à-dire le passage. Et c'est-à-dire un passage marque un passage d'un moment à l'autre à une situation de crise où, c'est-à-dire on sait que le passé pratiquement ne peut plus revenir en tant que tel, mais où le nouveau tarde des fois à arriver. Et dans les pays comme la Tunisie, c'est-à-dire à chaque fois on dit peut-être ça va venir. C'est-à-dire il y a eu des moments d'incertitude. Il y a eu aujourd'hui, donc comme vient de le rappeler, c'est Hakim, l'octroi c'est-à-dire du prix Nobel. Pour la première fois dans l'histoire, le prix a été octroyé à un groupe. Ce n'est pas à une seule personne, comme jadis, donc à des personnes. Là, c'est un groupe ensemble, dans son ensemble, le quartet, c'est-à-dire 4 organisations, 4 représentants de la société civile, évidemment, qui a réussi quoi? C'est-à-dire a réussi à ce que le pays n'arrive pas, c'est-à-dire arrive à gérer ses conflits, notamment les conflits qui sont nés des assassinats politiques qui ont marqué l'année 2013, et ces groupes, c'est-à-dire qui, sur le terrain même, étaient séparés par des barbelés. Sur la place de l'Assemblée nationale, il y avait 2 groupes différents et ils ne peuvent plus se contacter, ne peuvent plus discuter. Et la force de cette élite, c'est une composante de l'élite, donc ils ont obligé les forces politiques à
se remettre ensemble autour de la même table dans le fameux, ce qu'on appelle en Tunisie, le dialogue national. Pourquoi le dialogue national? Pour se mettre d'accord sur une feuille de route et sur une constitution, sur un gouvernement de technocrates. On en a fait partie, même si le mot technocrate, mais c'était une mission politique d'arriver à des élections. Les élections ont été faites, mais aussi bien législatives que présidentielles, mais les difficultés sont encore là pour dire que la transition n'est pas quelque chose qu'on peut mesurer ou bien qu'on peut lui donner une chronologie, parce qu'en fait, au fur et à mesure que les succès peuvent se réaliser, même dans une transition, les forces qui sont contre ces succès peuvent se mobiliser plus. Par exemple, en Tunisie, le nombre de personnes qui ont été victimes des assassinats, des attentats, pour 2015 seulement, nous arrivons à peu près à 80. Donc pour dire qu'en une année, il y a eu 3 attentats spectaculaires au Bardo, au musée de Bardo, à Sousse, et dernièrement pour un groupe de la garde présidentielle. Pour dire, là, nous sommes au lendemain d'élections. Donc c'est-à-dire à chaque fois, à chaque étape, il y a de nouveaux défis qu'il faut savoir, et le rôle justement des élites est toujours important. Il n'y a pas de repos en la matière parce que, comme je disais, que c'est toujours un état temporaire et parce qu'il s'agit d'un moment de passage entre 2 situations, celle de l'autoritarisme ou de la dictature qu'on quitte, et vers l'objectif, on le connaît, mais on n'arrive pas à le mettre en place. Un autre exemple que j'ai subi dans ma propre faculté, mais au-delà de ma faculté, c'est l'université, c'est qu'au lendemain, juste quelques jours, à peine 3 jours ou 4 jours après les élections de 2011, des élections de l'Assemblée constituante, on a voulu investir l'université. L'université, elle avait, comme tous les pays, il y a des problèmes à l'université, mais ce qu'elle avait subi, ce n'est pas de revendication d'ordre syndical pour améliorer une situation économique ou bien celle relative à une réforme de l'enseignement, mais on l'a investi pour en faire, donc la mettre au pas et servir à notre projet de société. Et donc c'était alors qu'au moment où on s'apprêtait à engager des réformes de l'enseignement ou à imaginer l'université dans des conditions nouvelles, l'université est mise à pas, ou bien, c'est-à-dire une tentative de la mettre au pas, profitant du fait qu'il y a des gens qui partagent, ou ils disaient qu'ils partageaient leurs idées, qui avaient gagné les élections de l'Assemblée constituante, et le corps enseignant, les étudiants, au lieu de se mettre au travail normal ou de réflexion ou à la production de savoir, qui est la tâche fondamentale d'université dans un pays, notamment dans un pays qui connaît une situation révolutionnaire, donc il doit, ce corps défendant, donc défendre l'université, défendre l'institution elle-même, et on se met pratiquement pendant 2 ans, ou 2 ans et demi, dans une situation de résistance pour défendre l'université. Et là, les élites se devaient donc à renoncer pratiquement donc, aux tâches quotidiennes allouées dans une université pour défendre la structure elle-même, l'institution elle-même, défendre les libertés académiques, parce qu'on ne peut pas imaginer ni enseignement, ni réflexion, ni production de savoir sans qu'il y ait un minimum de respect des libertés académiques, parce que pour quelqu'un va vous dire qu'au nom de ma religion, ou bien de ce que j'interprète comme religion, ou bien que vous devez faire ceci, vous devez que les filles doivent toutes porter le niqab, ou bien qu'avant de penser à une salle de classe, il faut penser à la mosquée. Donc il y a des idées reçues au nom d'une idéologie qu'il croit être la plus certaine selon ses vues, et qu'il s'adresse à vous, non pas en tant que doyen élu, mais il s'adresse à vous comme quelqu'un qui doit servir sa propre idéologie, que vous devez vous mettre à son service. Donc c'est un moment où les élites universitaires, s'agissant des universités, se mettre donc au service
du pays, de l'université, pour jouer un rôle important qui se doit donc, dans cette transition. Un autre exemple que je cite parce qu'il a marqué les esprits en Tunisie, la Tunisie, au regard du monde, passe pour le pays, au niveau de sa législation, au niveau des femmes, qui a connu des avancées depuis, je dirais même l'époque qui n'était pas tellement démocratique, mais qu'on qualifiait au niveau de la pensée occidentale, c'est le despotisme éclairé. C'est-à-dire que, bénéficiant de l'aura d'un dirigeant nationaliste important, Bourguiba, donc qui, dès les premières années, les premiers mois, je dirais, depuis août 1956, c'est-à-dire à peine 3 ou 4 mois après l'indépendance, il s'oriente dans une réforme juridique appelée le Code du statut personnel. Et l'idée, après la Révolution, c'était de continuer, d'ancrer cette évolution et de la rendre encore, c'est-à-dire au niveau de son contenu, donc encore plus progressiste. Alors qu'est-ce qu'on voit alors qu'on se préparait pour une nouvelle constitution, puisqu'on avait quitté la constitution de 1959 pour en faire une qui soit meilleure, puisqu'on quitte, si on abroge une constitution, pour en faire une constitution meilleure à celle qui existait. Et du coup, au lieu que la nouvelle constitution consacre l'égalité entre hommes et femmes, on nous fait sortir donc l'idée de la complémentarité entre femmes et hommes. Et là, c'est un rôle ou bien une occasion de plus pour que les élites se mobilisent, des élites notamment féminines, qui auparavant donc ne connaissaient pas, il faut dire, comparant, je connais bien la situation au Maroc ou en Algérie, les Algériennes et les Marocaines se sentaient démunies au niveau juridique, c'est-à-dire au niveau de la consécration de l'égalité, au niveau du droit, et elles voulaient être comme les Tunisiennes. Les Tunisiennes qui avaient des lois plus avancées au niveau juridique, au niveau de l'égalité des femmes, donc se sentaient dans une situation, la révolution allait devenir pour elles donc une situation plus difficile, puisque les forces qui avaient réussi les élections de l'Assemblée constituante ne voyaient pas les choses de la même manière, et ça allait se concrétiser par une régression au niveau des droits acquis depuis l'indépendance. Et là, il y a eu une mobilisation très importante, notamment l'été 2012, pour que les rédacteurs des différentes drafts donc, corrigent leur copie de la Constitution et consacrent et même ajoutent donc des nouveaux, c'est-à-dire de nouvelles réalisations au niveau du droit. Quatrième élément, quatrième exemple, je m'arrête là parce que aujourd'hui, nous passons à une vitesse supérieure au niveau des attaques contre la réussite de la transition. Donc, c'est le terrorisme. Il est apparu, donc c'était au niveau d'une prêche, parce que ces étudiants fanatisés qui étaient là dans ma faculté, par la suite, certains parmi eux vont, c'est-à-dire partir en Syrie, ou bien partir dans les montagnes, ou bien servir comme de proie pour certains bailleurs de fonds ou bien des groupes qui les manipulent pour mener des attentats. Et aujourd'hui, une tâche de plus qui se pose aux intellectuels. Et notre dernière initiative l'été dernier, c'était de tenir le Congrès national des intellectuels tunisiens. Cette idée est venue du fait... Contre la violence. Évidemment, contre le terrorisme. Contre le terrorisme. Oui, donc l'idée c'était de dire un peu, je paraphrase, un éminent historien français qui avait écrit un ouvrage remarquable, Marc Bloch, L'étrange défaite, c'est-à-dire l'étrange défaite de la France en 1940. Il s'est posé la question, avons-nous été de bons citoyens? Parce qu'en fait, nous avons constaté dans les salles c'est-à-dire les salles de profs au lendemain de ces attaques, les professeurs ou les intellectuels, les universitaires, commentaient les attentats comme s'ils étaient au lendemain d'un match. C'est-à-dire ils discutaient des failles des agents de la sécurité ou bien de l'armée, alors que ce n'est pas du tout notre rôle. Évidemment, aussi bien la police avec tous les actes de courage qu'elle montre, ou bien l'armée, mais n'est pas habituée à ce type d'ennemis invisibles. Donc, mais ceci dit, il n'appartient pas aux intellectuels de faire
de faire comme si c'était de grands commentateurs des failles du match d'hier. Donc ils doivent, puisqu'il y a des jeunes parmi nous, parmi nos jeunes, qui ont été acquis à cette culture de la mort, il nous appartient à nous, intellectuels, faisant partie de l'élite, de réfléchir à notre part, parce que nous sommes, nous, responsables de la production de sens, de production d'idées. Donc, c'était pour nous un congrès de prise de conscience un peu de nos défaillances. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour que cette jeunesse ne devienne plus une proie facile pour des idées étranges aussi bien à nos valeurs, mais aussi à nos religions, comme ça a été dit ce matin dans les débats auxquels j'ai assisté, très riches, auxquels j'ai assisté ce matin. Donc c'est pour dire que cette transition, c'est une période difficile. Si la première période de dictature ou d'autoritarisme, c'est-à-dire il y a le calme qui est né de la terreur, ou bien de la peur, pour bâtir un monde meilleur. Et c'est-à-dire il y a un travail important. Toutes les composantes sont appelées à jouer un rôle, mais il appartient à il y a un rôle fondamental qui doit être joué par les élites. Et là, je n'ai cité que quelques exemples qui montrent à chaque fois, il va de l'avenir de nos pays, j'ai pris mes exemples à partir de Tunisie, mais ce sont valables, je pense, à tous les pays de l'Afrique, où les élites sont appelées à jouer un rôle important pour assurer ce passage, un passage difficile d'une situation à une autre, mais qui est inéluctable et que l'avenir de nos pays, il va de la réussite de cette tâche-là. Je vous remercie. Merci beaucoup.